Un père célibataire vit la veille de Noël une petite fille fouillant dans les ordures. Ce qu'il découvrit sur son histoire le laissa complètement stupéfait. Nathan pensait que le réveillon de Noël ne serait qu'une autre nuit de travail solitaire. Mais lorsqu'il aperçut une petite silhouette fouillant dans les poubelles derrière son immeuble, il prit une décision qui allait changer deux vies à jamais. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse révéla une vérité déchirante qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter, et mena à une transformation qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Avant de continuer, dites-nous d'où dans le monde vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent glacial de décembre tranchait l'air nocturne tel un couteau. Nathan resserra son manteau en sortant de son immeuble, le cliquetis de ses clés dans la main. Réveillon de Noël, 23h47. Juste une autre nuit, juste un autre service à la compagnie de sécurité où le silence était son seul compagnon. Mais alors que Nathan se dirigeait vers sa voiture, quelque chose le fit s'arrêter. Une petite silhouette près de la benne à ordures, se déplaçant lentement, délibérément. Nathan plissa les yeux dans l'obscurité, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Au début, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'un animal errant, mais à mesure que ses yeux s'habituèrent, son cœur faillit s'arrêter. C'était un enfant, une petite fille, pas plus de 7 ans, qui fouillait méthodiquement dans les ordures. Ses doigts fins, rougis et tremblants de froid, triaient les emballages alimentaires vides et les papiers froissés avec l'efficacité routinière de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Les pieds de Nathan bougèrent avant que son esprit ne puisse traiter ce qu'il voyait. « Toi » appela-t-il doucement, ne voulant pas l'effrayer. La tête de la fillette se releva brusquement, ses grands yeux bruns remplis de terreur. Elle serra un sandwich à moitié mangé contre sa poitrine, prête à s'enfuir. « Tout va bien » dit Nathan, levant lentement la main. « Je ne vais pas te faire de mal. » La fillette resta figée, étudiant son visage avec la lassitude d'une personne bien plus âgée. Elle portait une veste violette en lambeaux qui la noyait, et ses cheveux sombres tombaient en mèches emmêlées autour de ses joues pâles et creuses. « Comment t'appelles-tu, ma puce » demanda doucement Nathan. Après ce qui parut une éternité, elle murmura « Mélodie ». « Mélodie » répéta Nathan, s'approchant prudemment. « C'est un joli nom. Je m'appelle Nathan. » Il s'agenouilla à sa hauteur, le cœur brisé à la vue de cette petite fille seule dans la nuit glaciale. « Tu cherches quelque chose de précis ?» La prise de Mélodie sur le sandwich se resserra. « De la nourriture » admit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le vent. Le mot frappa Nathan comme un coup de poing dans l'estomac. Aucun enfant ne devrait chercher de la nourriture dans une benne. Pas le soir de Noël. Jamais. Où sont tes parents, Mélodie ? La question sembla drainer le peu de couleur qui restait sur ses joues, sa lèvre inférieure trembla tandis qu'elle baissait les yeux vers le sol. Je n'en ai pas, dit-elle, la voix brisée. Nathan sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelque chose qu'il avait enfoui si profondément qu'il le croyait disparu pour toujours. L'instinct protecteur d'un père. 3 ans plus tôt, Nathan avait été un homme différent. Il avait une femme, Sarah, dont les yeux pétillaient quand elle riait et dont les mains pouvaient transformer leur petit appartement en un foyer en quelques touches. Ils planifiaient leur avenir ensemble, peignant la chambre du bébé en jaune pastel parce qu'ils voulaient garder la surprise. Chaque soir, Sarah posait la main de Nathan sur son ventre qui s'arrondissait, et ils parlaient de prénoms, de rêves, de la famille qu'ils construisaient. Mais la vie avait d'autres projets. Sarah avait commencé le travail un jeudi matin pluvieux de mars. Nathan avait conduit jusqu'à l'hôpital les mains tremblantes et le cœur rempli de joie, prêt à rencontrer leur fils. Il avait fait les 100 pas dans la salle d'attente, appelant sa famille, envoyant des textos à ses amis. Son monde s'élargissait de possibilités. Puis le médecin était sorti avec des yeux qui ne pouvaient croiser les siens. Complications, inattendues, rares. En l'espace d'1 heure, Nathan avait perdu tout ce qui comptait. Sarah, leur fils à naître, David, son avenir tout entier. L'homme qui était entré dans cet hôpital prêt à devenir père en était ressorti totalement autre, brisé, vide, seul. Pendant 3 ans, Nathan avait vécu comme un fantôme. Il avait déménagé dans un appartement plus petit, pris un travail nécessitant un minimum d'interaction humaine et construit des murs si hauts autour de son cœur que rien ne pouvait les franchir. Il s'était convaincu qu'il allait bien, que cela suffisait, qu'il n'avait besoin de personne. Jusqu'à maintenant. « Comment ça, tu n'en as pas ?» demanda Nathan à Mélodie, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les yeux de Mélodie s'emplirent de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. « Je vivais avec ma grand-mère Ruth.
Elle était tout ce que j'avais après. Sa voix s'éteignit. Après que ma maman est partie quand j'étais bébé. Nathan attendit, sentant qu'il y avait plus. Ruth est tombée malade il y a 3 semaines. Poursuivit Mélodie, ses mots sortant plus vite maintenant, comme si les prononcer rapidement pouvait les rendre moins douloureux. Elle avait cette toux qui ne partait pas, et elle était tout le temps si fatiguée. On n'avait pas d'argent pour le médecin, alors elle continuait juste à prendre des médicaments du magasin. La petite fille s'essuya le nez avec le dos de sa manche. Un matin, j'ai essayé de la réveiller pour le petit déjeuner, mais elle n'ouvrait pas les yeux. Je l'ai secouée et j'ai appelé son nom, mais elle ne se réveillait pas. La gorge de Nathan se serra. Il connaissait ce sentiment, les secousses désespérées, le déni, le moment où la réalité s'effondre et change tout. Des gens en uniforme sont venus et l'ont emmené, murmura Mélodie. Ils ont dit que je devais aller vivre dans de nouvelles familles. Mais sa voix se brisa complètement, et les larmes qu'elle combattait finirent par couler. Mais aucune d'entre elles ne voulait que je reste. Ils n'arrêtaient pas de me déplacer. Et les dernières personnes, elles ne se souciaient pas de moi. Alors je suis venu ici à pied. Je pensais que peut-être que si je revenais dans notre ancien quartier, Ruth pourrait aussi rentrer à la maison. Nathan sentit des larmes lui brûler les yeux. Cet enfant avait été trimballé par le système comme si elle n'était rien de plus qu'un dossier. Oublié, abandonné, laissé à survivre de reste et d'espoir, exactement comme il s'était senti après la mort de Sarah, sauf qu'elle avait 7 ans. Mélodie, dit Nathan, la voix étranglée par l'émotion. Depuis combien de temps es-tu ici ? 2 jours, admit-elle. J'ai dormi au sous-sol de l'immeuble d'à accent grave côté. Il y a une fenêtre cassée par laquelle je peux passer. 2 jours. Une enfant de 7 ans avait survécu seule pendant 2 jours par un temps de décembre. Nathan se releva lentement, son esprit tournant à plein régime. Il sortit son téléphone et vérifia l'heure. Minuit 3, le jour de Noël. Mélodie, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Tu n'as plus à faire ça toute seule. La fillette leva les yeux vers lui avec un mélange de confusion et d'une lassitude qui lui brisa le cœur. Des adultes lui avaient déjà fait des promesses. Elles avaient toutes été rompues. Je sais que tu ne me connais pas, continua Nathan. Et je sais que tu ne fais probablement pas beaucoup confiance aux adultes en ce moment, mais je te promets ceci, je ne vais nulle part. Quelque chose dans sa voix, peut-être l'honnêteté brute ou la façon dont sa propre douleur se reflétait dans ses yeux, fit que les épaules de Mélodie se détendirent très légèrement. « Et si on commençait par te mettre au chaud et te donner de la vraie nourriture ?» demanda Nathan. Mélodie hésita, partagée entre le désespoir et l'instinct de survie qui lui disait de ne pas faire confiance aux inconnus. Mais le froid s'infiltrait à travers sa fine veste, et le sandwich dans ses mains avait un coin moisi. Elle hocha la tête. L'appartement de Nathan était modeste mais propre. Il n'avait pas reçu d'invités depuis 3 ans, et cela se voyait. L'espace était fonctionnel, mais stérile. Pas de photos au mur, pas de touche personnelle, rien qui ne parle de la vie qu'il avait autrefois imaginé construire. Mais alors qu'il regardait les yeux de Mélodie s'écarquiller devant la simple chaleur du chauffage central, Nathan vit sa maison différemment. À travers les yeux de quelqu'un qui n'avait rien, son rien semblait soudain être quelque chose. « Laisse-moi te préparer un bain », dit Nathan en se dirigeant vers la salle de bain. « Tu dois être gelé. » Tandis que la baignoire se remplissait d'eau chaude, Nathan rassembla certains de ses vêtements les plus petits pour Mélodie. Un t-shirt qui serait comme une robe pour elle, des chaussettes propres, un pantalon de survêtement avec un cordon de serrage qui pourrait être resserré. Pendant que Mélodie se prélassait dans l'eau chaude, probablement le premier bain qu'elle prenait depuis des jours, Nathan réchauffa des restes de soupe et prépara des sandwichs au fromage grillé. De la nourriture simple, mais chaude et nourrissante. Quand Mélodie sortit de la salle de bain, flottant dans les vêtements de Nathan, les cheveux propres et les joues roses de l'eau chaude, elle ressemblait à une enfant complètement différente. Toujours mince, toujours lasse, mais de nouveau humaine. Elle mangea en silence, avec soin, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. Nathan observa ses bouchées méthodiques et réalisa qu'elle essayait de la faire durer. « Il y en a plus, dit-il doucement. Tu peux en avoir autant que tu veux. » Les yeux de Mélodie s'emplirent à nouveau de larmes. « Vraiment ? Vraiment ?» Pendant qu'elle mangeait, l'esprit de Nathan travaillait. Il ne pouvait pas simplement la laisser retourner dans le système qu'il avait si complètement laissé tomber. Mais il ne pouvait pas non plus la garder sans passer par les voies officielles. Il pensa à Sarah, à la chambre qu'ils avaient peinte, au rêve qu'ils avaient eu de s'occuper d'un enfant. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait survécu alors qu'elle non. Peut-être était-ce sa seconde chance de fonder la famille qu'il avait perdue. Cette nuit-là,
Alors que Mélodie dormait d'un sommeil agité sur le canapé de Nathan, il passa des appels. Il contacta le département des services à l'enfance et à la famille, expliqua la situation et demanda des informations sur les procédures de tutelle d'urgence. Il appela son superviseur pour demander un congé. Il contacta Mitchell, un ami avocat de son ancienne vie, malgré l'heure tardive. Mitchell répondit à la 3e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Nathan, tout va bien? C'est le matin de Noël, mec. »« Mitch, j'ai besoin de ton aide, » dit Nathan. Et pour la première fois en 3 ans, il le pensait vraiment. Tandis que Nathan expliquait la situation, il regardait Mélodie s'agiter sur le canapé. Même dans son sommeil, elle ne trouvait pas la paix. Son petit visage était plissé d'inquiétude. Ses mains agrippaient la couverture comme une bouée de sauvetage. « Ça va être compliqué », prévint Mitchell. Le système n'aime pas quand les gens débarquent en voulant adopter. Il y a des procédures, des vérifications d'antécédents, des études de milieu. Peu importe la complexité, dit Nathan, sa voix ferme d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Sarah. Cette petite fille a été abandonnée par tous ceux qui étaient censés la protéger. Je ne serai pas une autre personne qui s'en va. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Nathan, tu es sûr de toi? Je veux dire, ça fait 3 ans depuis Sarah et le bébé, et tu as été, eh bien, tu as été plutôt isolé. S'occuper d'un enfant traumatisé, ça va être? Je sais ce que ça va être, l'interrompit Nathan. Et je sais que je ne suis plus la même personne qu'avant. Mais peut-être que c'est exactement pour ça que je peux l'aider. Nous savons tous les deux ce que c'est de tout perdre. Nous savons tous les deux ce que c'est d'être seul. Quand Nathan raccrocha, il trouva Mélodie debout dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. « Tu es encore là, » murmura-t-elle comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Bien sûr que je suis encore là, » dit Nathan en s'agenouillant à sa hauteur. « Je t'ai dit que je n'allais nulle part. »« Mais le matin ?» commença T.L. « Le matin, nous allons trouver un moyen pour que ça marche. Tu ne retourneras pas dormir dans des sous-sols ou fouiller dans les poubelles. Pas tant que je serai là. » Mélodie jeta ses bras autour du cou de Nathan, et il sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qui était gelé depuis 3 ans commença soudainement à fondre. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse, d'audiences au tribunal et de lourdeurs administratives. Nathan se jeta dans le processus avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée à éviter la vie. Il assista à chaque réunion, remplit chaque formulaire et se soumit à chaque vérification d'antécédents et évaluation psychologique que le système exigeait. Il suivit des cours de parentalité et assista à des séances de thérapie destinées à évaluer sa capacité à s'occuper d'un enfant. Pendant tout ce temps, Mélodie resta sous sa garde en statut de placement d'urgence. Nathan la regarda commencer à se détendre, à croire qu'il ne disparaîtrait pas comme tous les autres. Mais la guérison n'était pas linéaire. Certaines nuits, Mélodie se réveillait en hurlant de cauchemars, revivant le matin où elle avait trouvé Ruth inerte. Nathan s'asseyait avec elle jusqu'à ce que la terreur passe, tenant sa petite main et lui rappelant qu'elle était en sécurité. D'autres fois, elle accumulait de la nourriture dans sa chambre, terrifiée qu'on la lui enlève. Nathan la redistribuait doucement dans la cuisine, expliquant encore et encore qu'il y en aurait toujours plus. Il y avait des moments où elle se fermait complètement, se repliant sur elle-même comme pour se préparer à ce que Nathan l'abandonne aussi. Pendant ces moments, Nathan restait simplement présent, poursuivant leur routine, lui montrant par des actes plutôt que par des mots qu'il était déterminé à rester. Nathan apprit des choses qu'il n'aurait jamais pensé avoir besoin de savoir. Comment tresser les cheveux, comment aider aux devoirs, comment naviguer dans les émotions complexes d'une enfant de 7 ans tout en gérant son propre deuil et sa propre peur. Mais il réapprit aussi la joie. La première fois que Mélodie rit, un vrai rire, à une blague idiote que Nathan fit en préparant le petit déjeuner, il sentit son cœur se souvenir du son du bonheur. Quand elle ramena son premier A+ en maths, son visage rayonnant de fierté en lui montrant la feuille, Nathan comprit ce que signifiait être fier des accomplissements de quelqu'un d'autre. Le jour où elle commença à l'appeler « papa » au lieu de Nathan, doucement et timidement comme pour tester le mot, Nathan dut s'excuser pour aller pleurer dans la salle de bain, des larmes de gratitude et d'un amour écrasant. « Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez destiné à rencontrer quelqu'un » demanda Nathan lors d'une de ses séances de thérapie, 6 mois après avoir trouvé Mélodie. Le docteur Richard, la conseillère chargée d'évaluer l'aptitude de Nathan en tant que parent, leva les yeux de ses notes. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» Nathan réfléchit à la question. Avant de trouver Mélodie, je ne faisais qu'exister, j'agissais par automatisme. Je m'étais convaincu que j'allais bien, mais je ne vivais pas.
Je me cachais. Il marqua une pause, pensant à Sarah, à la vie qu'ils avaient planifiée et qui avait été écourtée. Quand Sarah est morte, quand nous avons perdu le bébé, j'ai pensé que c'était fini pour moi. J'ai pensé que ma chance d'être père était morte avec eux. Mais peut-être que tout cela a toujours fait partie du plan. Peut-être que j'avais besoin de traverser cette perte pour comprendre ce que Mélodie ressentait. Peut-être que j'avais besoin de savoir ce que c'était de voir son monde entier disparaître pour pouvoir l'aider à reconstruire le sien. Le docteur Richard hocha la tête, pensive. Et comment le fait de prendre soin de Mélodie a-t-il affecté votre propre processus de guérison? Nathan sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Elle m'a sauvé. Je pensais que je la sauvais cette nuit-là, mais elle me sauvait aussi. Elle m'a donné une raison de vivre à nouveau, un but. Il regarda par la fenêtre où Mélodie jouait sur l'air de jeu, visible depuis le bureau, son rire porté par l'air printanier. Je me noyais dans mon chagrin, et je ne l'ai même pas réalisé avant d'avoir quelqu'un d'autre dont je devais m'occuper, quelqu'un qui avait besoin que je sois fort. Elle m'a donné envie d'être l'homme que Sarah a toujours cru que je pouvais être. Si cette histoire touche votre cœur, faites-le nous savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où aider quelqu'un d'autre a fini par vous guérir aussi? Le palais de justice était plus animé que Nathan ne l'avait prévu pour un mardi matin. Il était assis dans le couloir devant le tribunal des affaires familiales, sa jambe tressautant d'énergie nerveuse. Mélodie était assise à côté de lui, portant sa robe violette préférée, pas la veste en lambeaux qu'elle portait la première nuit, mais une belle robe neuve qui lui allait parfaitement. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle, sa petite main trouvant la sienne. « Un peu » admit Nathan. « Et toi ?» Mélodie réfléchit sérieusement. « Je crois que je suis excitée nerveuse. Comme quand tu es sur le point d'ouvrir un cadeau que tu veux vraiment, vraiment, mais que tu as peur que ce ne soit pas ce que tu espérais. » Nathan lui serra la main. « Qu'est-ce que tu espères ? Que tu sois mon vrai papa pour toujours. Pas juste jusqu'à ce que quelqu'un décide que je dois aller ailleurs. » La gorge de Nathan se serra. « C'est ce que j'espère aussi. » Lorsque leur affaire fut appelée, Nathan et Mélodie entrèrent dans la salle d'audience main dans la main. Mitchell était là, ainsi que l'assistante sociale qui avait supervisé le cas de Mélodie et le tuteur ad litem nommé pour représenter ses intérêts. La juge Patricia Hernandez examina les documents étalés sur son bureau. Elle était juge au tribunal des affaires familiales depuis 15 ans et avait vu toutes sortes de situations imaginables. Mais il y avait quelque chose dans cette affaire qui l'avait marqué depuis la première audience. « Monsieur », commença la juge Hernandez, « lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 6 mois, vous étiez un homme célibataire sans expérience dans l'éducation des enfants, demandant la tutelle d'urgence d'un enfant que vous connaissiez depuis moins de 24 heures. J'avoue que j'avais des inquiétudes. Cependant, poursuivit la juge, les rapports que j'ai reçus du docteur Richard, des enseignants de Mélodie, des travailleurs sociaux qui ont surveillé votre domicile, tous brossent le même tableau. Celui d'un homme qui s'est entièrement consacré à la guérison et aux soins d'un enfant qui avait désespérément besoin des deux. Elle regarda directement Mélodie. « Et jeune fille, je crois que vous avez quelque chose à dire. » Mélodie se leva, sa voix claire et forte. « Votre honneur, Nathan m'a sauvé la vie. Pas seulement la première nuit où j'avais froid et faim, mais chaque jour depuis. Il m'a aidé à me souvenir de ce que c'était d'être en sécurité. Il m'apprend des choses, m'aide avec mes devoirs et me tresse les cheveux, même quand il les fait de travers. » Une vague de rire doux parcourut la salle d'audience. « Il reste avec moi quand je fais de mauvais rêves, et il tient toujours ses promesses. Je sais qu'il est mon vrai papa parce qu'il m'a choisi, et il continue de me choisir chaque jour. » La juge Hernandez sourit. « Eh bien, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, j'accorde par la présente la requête d'adoption. Nathan, vous êtes maintenant le père légal de Mélodie Hay. » Le marteau s'abattit avec un bruit sourd et satisfaisant. Nathan sentit ses genoux presque flancher de soulagement et de joie. Il baissa les yeux vers Mélodie, qui souriait si largement qu'il crut que son visage allait se fendre en deux. « On l'a fait » murmura-t-elle. « On l'a fait » confirma Nathan, la soulevant dans une étreinte qui exprimait 3 ans de deuil transformés en un amour écrasant. Ce soir-là, alors qu'ils célébraient avec un repas chinois à emporter dans leur salon, leur tradition pour les occasions spéciales, Mélodie présenta à Nathan quelque chose sur lequel elle avait travaillé en art-thérapie. C'était un dessin de 2 personnes se tenant la main devant une maison avec les mots « Ma famille » écrits en lettres soignées en haut. « C'est nous » dit-elle, soudain timide. « C'est bien ?» Nathan sentit les larmes lui monter aux yeux en s'agenouillant à sa hauteur. « C'est plus que bien, ma puce. C'est parfait. »
Il regarda le dessin de plus près. La maison avait des rideaux jaunes aux fenêtres, comme ceux qu'ils avaient choisis ensemble pour leur nouvelle maison. Le jardin avait des fleurs que Mélodie avait insisté pour qu'ils plantent, et les deux personnages souriaient, leurs mains entrelacées. « Je peux te dire quelque chose ?» dit Nathan, accrochant le dessin sur le réfrigérateur à la place d'honneur. « Quoi ? Je pensais que les familles n'étaient que les gens avec qui on essaie. Mais tu m'as appris que les meilleures familles sont celles que nous choisissons, celles que nous construisons avec amour, patience et engagement. » Mélodie grimpa sur ses genoux, quelque chose qu'elle avait commencé à faire quand elle avait besoin de réconfort ou voulait partager quelque chose d'important. « Nathan, dit-elle doucement. Oui, ma chérie. Merci de ne pas être parti cette nuit-là. » Nathan embrassa le sommet de sa tête, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. « Merci de m'avoir laissé rester. » En couchant Mélodie ce soir-là, Nathan réfléchit au voyage qui les avait menés à ce moment. L'enfant effrayé et affamé qui fouillait dans les poubelles pour survivre était devenu la lumière de sa vie. Et l'homme brisé qui se cachait du monde avait trouvé son but en l'aimant et en la protégeant. Parfois, la guérison vient sous la forme que l'on attend le moins. Parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle que nous avions prévue, mais celle qui nous choisit quand nous en avons le plus besoin. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question d'amour, de choix et d'engagement. Si vous croyez au pouvoir de la compassion pour changer des vies, veuillez envisager de vous abonner pour entendre plus d'histoires qui comptent. Nathan n'avait jamais vraiment cru au destin. Après la mort de Sarah, il avait cessé de croire en grand-chose. Mais en regardant Mélodie dormir paisiblement dans son propre lit, dans leur maison, entourée par la sécurité de savoir qu'elle avait sa place quelque part, il ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, tout s'était passé exactement comme il le devait. Deux personnes brisées s'étaient trouvées la nuit la plus froide et la plus solitaire de l'année. Et en choisissant de prendre soin l'une de l'autre, elles avaient créé quelque chose que ni l'une ni l'autre n'aurait cru possible. Une famille bâtie non pas sur une génétique partagée, mais sur une compréhension commune de la perte et du pouvoir de guérison de l'amour inconditionnel. L'homme qui avait perdu sa femme et son fils à naître avait trouvé un nouveau but en protégeant et en élevant une fille qui avait besoin de lui. La petite fille qui avait perdu tous ceux qu'elle avait aimés avait trouvé un père qui remuerait ciel et terre pour s'assurer qu'elle ne se sentirait plus jamais abandonnée. En se trouvant ce soir de Noël, Nathan et Mélodie avaient découvert ce que signifie vraiment la famille. Pas les gens auxquels on est lié par la naissance, mais les gens qui choisissent de vous aimer, de se battre pour vous et de rester avec vous, quelles que soient les tempêtes que la vie apporte. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par les plus petits actes de gentillesse. Une décision de s'arrêter au lieu de passer son chemin. Une volonté d'ouvrir son cœur quand on le pensait fermé pour de bon. Le courage de laisser le besoin de quelqu'un d'autre changer toute la direction de votre vie. Et parfois, quand on pense sauver quelqu'un d'autre, on découvre qu'en réalité, c'est cette personne qui nous sauve. Nathan était sorti de son immeuble ce soir de Noël, pensant se diriger vers une autre nuit de travail solitaire. Au lieu de cela, il avait trouvé sa fille, son but, sa seconde chance à l'amour qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Et Mélodie avait trouvé son père. Pas celui qu'il avait abandonné avant sa naissance, mais celui qu'il avait vu à son moment le plus désespéré et avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée, d'être choisie, d'être aimée pour le reste de sa vie. En fin de compte, c'est tout ce que nous voulons vraiment. Être vu, choisi et aimé inconditionnellement. Appartenir à quelque part. Compter pour quelqu'un. Savoir que si nous disparaissions demain, il y aurait quelqu'un qui nous chercherait. Qui se battrait pour nous. Qui n'abandonnerait jamais. Nathan et Mélodie s'étaient offert ce cadeau l'un à l'autre. Et ce faisant, ils avaient créé quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Ils avaient bâti une famille sur les cendres de la perte et les fondations de l'amour. C'est la vérité stupéfiante qui laissa Nathan sans voix ce réveillon de Noël. Parfois, la famille dont vous avez le plus besoin est celle que vous n'aviez jamais vue venir. Parfois, l'amour vous trouve dans les endroits les plus inattendus, portant le visage le plus inattendu, au moment où vous vous y attendez le moins, mais en avez le plus besoin. Et parfois, le meilleur cadeau de Noël n'est pas emballé dans du papier et noué avec un ruban. Parfois, il est enveloppé dans une veste violette en lambeaux, cherchant de l'espoir dans les poubelles, attendant que quelqu'un le voie comme digne d'être sauvé. Nathan a vu, il a choisi, il est resté, et cela a fait toute la différence. Amis, si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un avec un simple acte de gentillesse, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder et de passer votre chemin. Cliquez sur ce bouton d'abonnement.